Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'exploration spatiale. Jusqu'à maintenant, début 2023, un total de 72 femmes astronautes avaient été dans l'espace, dont 44 à la Station spatiale internationale. Si on souligne souvent leurs exploits et qu'on célèbre leur première fois, c'est parce que l'exploration spatiale leur a longtemps été refusée et que la vie dans l'espace n'était tout simplement pas pensée pour elles. Voici Sophie Croteau. La première femme à quitter la Terre pour entrer en orbite autour de notre planète est l'astronaute russe Valentina Tereshkova, qui a effectué cet exploit le 16 juin 1963. Il a fallu attendre 20 ans pour que l'expérience se répète, lorsque la Russe Svetlana Savitskaya s'envole à bord du Soyouz T-7 en 1982, suivie par l'Américaine Sally Ride l'année suivante à bord du Challenger. 12, 11, 10, 9, 8, 7. À ce jour, près de 600 astronautes ont visité l'espace, mais moins d'un cinquième d'entre eux étaient des femmes. Pendant longtemps, l'exploration spatiale était une affaire d'hommes. La NASA ne considérait même pas les candidatures féminines avant 1978 parce qu'ils ne recrutaient que des pilotes et que l'armée refusait aux femmes la possibilité de faire ce métier. Lorsque l'Agence spatiale américaine leur ouvre enfin ses portes, l'expérience est pénible et frôle le ridicule. Un groupe d'ingénieurs leur élabore une trousse de maquillage, se disant qu'elle voudrait évidemment se maquiller chaque matin dans l'espace. L'astronaute Sally Ride, sachant qu'elle serait menstruée pendant son séjour, se fait aussi demander si 100 tampons seront assez pour elle pour la semaine. Si on peut penser que ces problèmes seraient résolus près de 50 ans plus tard, ce n'est malheureusement pas le cas. En mars 2019, les astronautes Anne McClain et Christina Koch s'apprêtent à vivre une expérience unique dans l'histoire, soit d'être les 2 premières femmes à faire une sortie entièrement féminine hors de la Station spatiale internationale. Mais quelques jours plus tard, la NASA annonce que McCain sera remplacé par un collègue masculin, tout simplement parce qu'il n'avait pas assez de combinaisons de la bonne grandeur à bord de la SSI. Ce problème, pourtant bien connu, remonte étonnamment à la même époque où Sally Ride se joint à la NASA en 1978. Au début de l'exploration spatiale, dans les années 60, les combinaisons étaient faites sur mesure pour chaque astronaute. Mais lorsque les voyages deviennent plus fréquents dans les années 70, on décide d'adopter des combinaisons génériques qui vont de extra small à extra large. On sait déjà que la coupe ne convient pas au corps féminin et qu'elles doivent souvent prendre une grandeur plus élevée pour compenser pour leurs hanches plus larges, ce qui rend les manipulations et les déplacements plus difficiles. Dans les années 90, dans l'espoir de réduire ses coûts d'opération, la NASA se débarrasse des grandeurs extra small et small, qui sont pourtant celles les plus utilisées par les femmes. Et plutôt que de leur donner des combinaisons adaptées à leur corps, on leur assigne des tâches qui n'impliquent pas d'emporter, donc jamais de sortie hors des vaisseaux. On choisit aussi des candidats plus grands et plus gros qui sont adaptés à ces combinaisons, excluant souvent des femmes par le fait même. Qui plus est, l'espace de rangement étant limité sur la Station spatiale internationale, on y retrouve donc seulement 2 combinaisons de chaque grandeur, médium, large et extra large, ce qui pénalise encore aujourd'hui des astronautes comme Anne McCain. La vie dans la SSI n'est donc pas tout à fait adaptée aux besoins féminins et le simple fait d'aller aux toilettes est un autre exemple de défi qui les attend. Lorsque les premières femmes astronautes sont arrivées dans l'espace, on a dû revoir entièrement le système de récolte d'urine, qui était alors un dispositif qui se connectait au pénis et qu'on a finalement remplacé par des sous-vêtements ultra absorbants. Les toilettes d'aujourd'hui sont mieux adaptées, mais fonctionnent sur un système qui filtre l'urine pour la transformer en eau. Les femmes doivent donc se pratiquer à uriner et déféquer séparément pour ne pas contaminer l'eau et prennent souvent des contraceptifs oraux pour supprimer leur menstruation pour ne pas mélanger de sang à leur urine. Et par conséquent, on ne sait pas vraiment l'effet de l'espace sur le cycle menstruel.
Une des raisons principales pour lesquelles l'humain se rend si souvent dans l'espace est pourtant d'étudier les effets de cet environnement hostile sur le corps humain. À petite échelle, on a observé quelques différences notables chez les femmes, comme le fait que dans l'espace, leur rythme cardiaque est plus élevé, qu'elles perdent plus de plasma dans leur sang, qu'elles sont plus sensibles aux radiations extrêmes, qu'elles sont plus sujettes aux infections urinaires et qu'il est plus difficile pour elles de rester debout à leur retour sur Terre. Mais contrairement aux hommes, elles sont par contre plus résistantes à la pression intracrânienne et aux problèmes de vue que ça engendre, et leur ouïe se détériore moins rapidement. Malheureusement, comme l'échantillon de femmes astronautes est trop limité, ces observations sont encore anecdotiques et on a donc peu de certitude sur les réelles conséquences de l'espace sur leur corps. Les agences spatiales partout dans le monde sont largement critiquées pour ces inégalités et sont donc très conscientes des problématiques à régler. La NASA a d'ailleurs annoncé que son nouveau programme spatial Artemis serait centré sur la diversité de sexe et de race, avec la promesse qu'une première femme visiterait la Lune en 2024 dans une combinaison enfin adaptée à ses besoins. Ouais, Artemis, en plus, la fille de Zeus, déesse de la nature, de la chasse, protectrice des grands chemins. Le symbole est fort. Il était temps. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.